De la Grèce, on passe à Rome. Rome qui va marquer beaucoup plus, parce que c'est plus proche, l'organisation de la société et la vision même de la création et de l'architecture et de la réalisation, de l'innovation de notre société. Ici, vous voyez un aqueduc romain encore en service. Hein, sachez qu'il y a encore pas mal d'aqueducs romains encore en service, donc ça a tenu 2000 ans. C'est de l'extrêmement bonne construction. On a beaucoup de monuments et de références de l'Empire romain. Un peu, on dit les Américains de l'époque. On en a qui faisaient quand même 280 km pour amener de l'eau. Toujours ce problème d'eau. On allait la chercher très loin, ça passait à travers la campagne avec des parties couvertes, des parties comme là avec un énorme aqueduc. Hein, voilà, c'est en Espagne, mais c'était fait par les Romains et ça tourne toujours. Hein, et on en a avec des parties. Alors, Rome tombe pas du ciel. Rome, il a deux gros héritages au niveau notamment des techniques, de la science et de l'innovation. Celui de la Grèce, on dit gréco-romain. D'ailleurs, on a beaucoup de monuments romains, de statues romaines qui sont des reproductions de statues grecques. Donc, il y a un original romain et un original grec. Donc, les Romains ont énormément appris des Grecs. Les Grecs étaient plus théoriciens et moins pragmatiques. Vous savez, on dit une victoire à la Pyrrhus. Vous voyez, parce qu'il y a eu des batailles assez dures entre la Grèce et Rome. Rome s'émancipant, c'est une colonie grecque hein, à l'origine. Et Pyrrhus, en fait, c'était le chef des armées grecques. En fait, il va gagner 3 batailles de suite et pratiquement à chacune, il perd un tiers de ses troupes. Donc à la fin, il a gagné, il n'y a plus personne, donc il a perdu. C'est-à-dire que quand on n'est pas beaucoup, si vous faites détruire vos troupes, donc on parle de victoire à la Pyrrhus, les Américains, je vais dire, les Romains, mais ça ressemble un petit peu quand on dit l'Empire américain. Tout le monde pense à l'Empire romain, fait des analogies avec ce qu'a été cet empire. Mais il y a aussi une filiation directe avec un autre peuple, très discret, qui s'était jamais étendu, qui n'était pas belliqueux, qui s'appelait les Étrusques. Qualité de vie exceptionnelle, art poussé à un niveau extrême, donc ils vivaient dans le nord de l'Italie. Donc il y a un héritage des Étrusques, notamment l'urbanisme. Le progrès naissent dans les villes, l'assainissement des zones marécageuses, qui était une spécialité d'eux aussi, les techniques de construction, la place publique, le forum, le lieu de rencontre. C'est des villes qui ne sont pas encore très grandes, donc tout le monde peut se rencontrer, et c'est le lieu où s'exprime l'opinion publique. Multiple réalisation, un art de vivre exceptionnel, une qualité de vie exceptionnelle qui venait des Étrusques, qui était un des peuples les plus fins qu'il y ait eu, et donc qui va marquer, qui était l'origine locale italienne, plus l'énorme influence grecque, parce que longtemps, les lettrés romains feront leurs études en grec, apprendront de la Grèce, visiteront la Grèce. Alors Rome, énormément de ponts. Qu'est-ce que va apporter, là je suis une synthèse, l'apport fondamental des Étrusques et des Grecs, donc les Romains partent pas de rien. Apport multiculturel. Alors, un des grandes idées et fortes de Rome, qui lui vaudra de dominer le monde pendant 5 siècles, c'est que lui, il ne va pas s'opposer aux pays qu'il envahit. Il va en tirer le meilleur. S'ils ont des choses plus avancées, il va le diffuser dans tout l'Empire romain. On verra le cas même avec des techniques des Gaulois, par exemple. Donc, approche multiculturelle, adoption et diffusion rapide des innovations. On ne s'oppose pas aux coutumes locales, aux organisations locales, on prend ce qui est valable et on le diffuse. Et puis ça évite que les gens se battent contre le centre. Et les Gaulois sont devenus très vite gallo-romains, si vous voulez. Hein, diffusion rapide des innovations des pays conquis. Et là, c'est marqué compris. Alors, par exemple, les Grecs avaient l'amphore, hein, mais l'amphore, c'est quand même fragile, c'est de la terre, c'est sur une pointe, il faut un support. Les Gaulois ont inventé le tonneau. Ça, c'est une invention gauloise. On le sait en France parce qu'on est Gaulois, d'autres pays disent, mais non, c'est romain. Non, les Romains ont diffusé le tonneau, mais ils l'ont bien pris chez les Gaulois. Hein, et c'est une technique très intéressante. Ils avaient des tonneaux, enfin des sortes de tonneaux, mais qui ne pouvaient pas mettre un liquide, c'est des planches de bois. Alors les Gaulois avaient inventé le fait de cercler, avec le chauffer au milieu et d'avoir en fait une étanchéité qui fait que vous pouvez laisser du vin pendant longtemps dans un tonneau. Et contrairement aux apparences, le bois va pouvoir garder le liquide, comme le faisaient les amphores, et c'est beaucoup plus pratique, ça se roule, c'est pas fragile, ça s'empile. Rome ne va pas hésiter une seconde, il trouve le tonneau chez les Gaulois, il va adopter le tonneau, il va le diffuser partout, il va l'améliorer par rapport à ça. Alors, il y a aussi des philosophes qu'on n'a pas abordés, mais Sénèque est intéressant parce qu'il est assez symbolique. Sénèque, c'est le précepteur de Néron, qui n'est pas un facile, hein, pas entre nous,
D'ailleurs, il mourra à cause de Néron qui le fera assassiner. Mais bon. Philosophe clé. Je vous conseille de lire par exemple, De la tranquillité de l'âme. Ça reste un des meilleurs ouvrages de management qui ait jamais existé. Hein, c'est pas très long. Hein, c'est écrit en 50 après Jésus-Christ. Si vous gérez une multinationale, lisez ça, vous trouverez l'apaisement. C'est un grand entrepreneur. C'est la première vraie grande multinationale. Sénèque. Lui, il commerce avec la Chine, par exemple, le péplum. Vous savez, les Romains, ils avaient des trucs rouges, ils avaient des jupettes, c'est de la soie rouge qui vient Il y a la route de la soie qui tourne à plein, elle va de Pékin jusqu'à Rome. Rome a beaucoup de produits chinois à l'époque de Rome. Il y a des céramiques chinoises, il y a de la soie chinoise. Lui, il est entrepreneur. C'est une grande fortune de l'Antiquité, parce que c'est un grand entrepreneur. C'est un politique aussi, il est au Sénat. Hein, il est humaniste, il est philosophe, il écrit, il est précepteur de Néron et grand entrepreneur. On avait fait d'ailleurs un séminaire qui s'appelait De Sénèque à Benetton, 2000 ans de management latin. Parce que lui, il est très réseau, c'est un management intéressant. Il vous dit dans ses bouquins, il ne faut pas placer à plus de 6%, après il y a un risque, c'est spéculatif. Il pense qu'il faut travailler 32 à 35 heures par semaine, parce que sinon on ne prend pas le temps de discuter avec les enfants, avec les gens autour, et on est trop ciblé sur son boulot. Il ne faut pas s'engager dans un business sur lequel on ne pourrait pas se dégager, et qu'après on en devient un peu la victime. C'est toujours utile de lire Sénèque par ailleurs. Donc Sénèque, c'est un personnage assez typique de cet empire romain. On a à la fois c'est un peu ce que voulait faire Berlusconi avec ses faibles moyens, d'être à la fois entrepreneur, politique, organisateur de la cité, maîtrisant des réseaux, mais Sénèque, c'est un niveau très élevé. Mais il est très symbolique. On aura tout un tas de philosophes romains qui ne sont pas tellement retenus dans la philosophie, parce que c'est des gens qui sont plutôt sur une posture que sur des apports nouveaux, intéressants à beaucoup de titres. Alors, transport, les Romains vont envahir pas mal de pays, vont bâtir un empire, les transports et les réseaux c'est très romain. Ils vont paver des routes, encore aujourd'hui vous avez des voies romaines, les camions passent sans portique alors qu'elles tournent depuis 2 siècles. On s'est appuyé sur les fondations romaines qui sont extrêmement solides, parfois 2 mètres avec des cailloux, des pierres et tout, 85 000 km de voies romaines, qui devaient permettre en moins d'une semaine de toucher le bout de l'empire. C'est extrêmement rapide avec des postes et des chevauchements, donc très important. Les attelages nouveaux permettant d'aller plus vite, et puis avec des postes qui permettent, quand un attelage est fatigué, d'en prendre un autre, de telle sorte qu'on porte très très rapidement au bout de l'Empire les nouvelles et dans l'autre sens et le courrier. C'est des ingénieurs, les Romains, c'est ingénieurs, bâtisseurs, très pragmatiques. C'est des gens très métiers, très Bouygues dans leur approche, si vous voulez. C'est-à-dire compagnons, hiérarchie suivant la compétence. Ce qu'apportent les Romains, en fait, c'est la vision de la compétence. Mais ceux, d'ailleurs, vous verrez, qui créent le curriculum vitae. C'est encore resté en romain, en latin, parce qu'on veut savoir les compétences réelles qu'acquise la personne, son expérience prouvée, parce qu'il va piloter des grands chantiers très loin. Et Sénèque le voyait déjà, pour faire l'aller-retour au Pékin, c'est 4 ans. Pas de téléphone portable, pas de fax. Et donc vous devez envoyer des gens compétents, plénipotentiaires, qui pourront prendre les décisions. C'est pareil sur les chantiers, il y en avait au fin fond de la Libye, il y en avait en Angleterre. On avait besoin de gens compétents, et la compétence professionnelle, c'est quelque chose qui est porté par Rome, indépendamment de son statut d'origine, indépendamment d'être proche de la famille impériale, ou quand on était en période, comment dirais-je, républicaine, république. Donc la compétence, ça a repris la Renaissance. Il n'y a pas de Renaissance sans référence à Rome, puisqu'on veut recréer ce qu'avait fait Rome au début. Attelage, ingénieur, bâtisseur, il crée la voûte, le ciment, le béton armé, le béton, toutes les formes de béton. Les Romains en ont fait quelque chose, c'est des bétons, ils tiennent encore. Ciment à prise rapide, même sous l'eau, déjà ils faisaient des bétons qui pouvaient permettre de... Sous l'eau, des outils de toutes sortes, des outils romains, la plupart des outils, vous voyez sur les chantiers, ils viennent d'outils romains. Des outils, mais à perte de vue, quoi. Je mettrai des tableaux, mais alors les outils pour les chirurgiens, les outils pour les gens qui travaillent le bois, une palanquée d'outils. Alliage, les aqueducs, les ponts, les canaux, les tunnels, les arènes. C'est le BTP dans sa grande splendeur, Rome.
avec une qualité exceptionnelle. Des temples, des grands bâtiments d'excellente qualité de construction, puisqu'ils ont tenu plus de 2000 ans et ils tiennent encore. Des immeubles, première fois qu'on a des immeubles jusqu'à 5, 8, 10 étages, des quartiers, des blocs avec propriétaires et locataires, qui étaient une organisation. Les maisons à étages, les escaliers en colimaçon qu'ils ont repris des Grecs, mais qui diffusent, eux. Ce n'est pas des exemplaires uniques. Le romain est très pragmatique. On voit au point qu'on leur attribue beaucoup d'innovations qui ne sont pas les leurs. On dit oui, mais ça a été diffusé, amélioré par les Romains. Amélioré, rationalisé, diffusé, mis en production. Les doubles parois pour chauffer les maisons, le chauffage central, les bains publics, les centres de loisirs gigantesques, on va voir, autour des bains, l'énergie, l'optimisation de l'énergie, toujours cette gestion de l'eau, caractéristique de tout le bassin méditerranéen, qui fait que c'est une spécialité mondiale des Européens. L'eau, on a 2 entreprises qui fournissent l'eau à un quart de la planète, pour vous donner une idée, parce que ça remonte pas, c'est pas d'hier. Les plomberies, on pense que l'Empire romain a souffert du plomb, puisque pratiquement tous les tuyauteries étaient en plomb, et qu'il y avait du plomb qui diffusait dans l'eau, et que ça a pu donner du saturnisme et autres maladies liées au plomb. Aujourd'hui, le plomb est totalement interdit dans les réseaux d'eau. Les égouts, très élaborés, les moulins à eau. Alors, moulins à eau, moulins à vent, c'est pareil, ils les améliorent considérablement. On les réaméliorera d'un facteur de 10 à la Renaissance, mais les Romains les améliorent. Les valves, les pompes, l'étanchéité, leurs bâtiments, encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de travaux, ils sont toujours étanches. Les compteurs et la facturation pour que tout le monde paie ce qu'il doit. Bon, donc c'est l'organisation du territoire. Matériel de cuisine, c'est pareil, vous prenez pratiquement tout ça dans votre cuisine, on peut vous en montrer une version romaine, une broche aussi automatique avec une chaîne qui tourne, toute la série de couteaux, les grands, les petits et moyens, si on coupe la viande, le pain, enfin, etc. Les choses de ce genre. Amélioration pratiquement de tous les outils professionnels, et donc ils sont une spécialité d'outils un peu dans le monde entier, dans le monde connu à l'époque, puisque eux, dès que ça marche, ils diffusent un peu dans une logique de meilleure pratique, si vous voulez. Ça, c'est très romain. Un truc qui marche, on va le diffuser partout. Chirurgie césarienne, César est né d'une césarienne, truc qu'on ne tentait pas dans les autres sociétés. C'est une opération assez élaborée, avec des outils qui pratiquement n'ont pas changé. Quand vous regardez, je vous montrerai les outils qu'ont les chirurgiens à l'époque. Vêtements simples et pratiques, toges, qui sont toujours des références, chaussettes, ceux qui inventent la chaussette par exemple, tout un tas de chaussures, le parasol, la robe de mariée, c'est une création romaine par exemple, vous voyez, c'était faire une fête avec un vêtement particulier. Le commerce, ils favorisent le commerce, ils font des avancées en droit puisqu'ils commercent avec beaucoup de pays, ils ne cherchent pas à imposer leur langue, ils ne cherchent pas à imposer leurs règles, ils imposent juste une règle romaine qui permet de travailler avec eux. Souvent justice, commerce, référence étalon, mesure pour travailler avec, mais sans se mettre en opposition contre eux. Monnaie sûre aussi. Alors, équipement militaire, je ne développe pas parce que chaque fois, tous les pays se sont tapés dessus. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de faire toutes les innovations dans le domaine militaire. Une fois, on a pu inventer les choses les plus horribles par ailleurs. Alors aussi, là, ça vient de la Grèce, il optimise l'art, les loisirs, la vie sociale, l'ouverture au monde. Rome est la ville la plus internationale de l'Antiquité. Ce niveau-là, comme l'était Babylone à une époque, c'est-à-dire qu'on peut aller à Rome librement, on accepte, il n'y a pas besoin de passeport, c'est une ville ouverte. On a confiance dans la puissance de Rome en disant chacun doit pouvoir venir avec sa façon d'être, de vivre, de fonctionner, ça apporte à la ville. Et d'ailleurs, toutes les grandes villes, là c'est pas le sujet du jour, mais quand on fera les grandes villes les plus innovantes qu'il y a eu dans l'histoire, ça a toujours été des villes ouvertes, ça n'a jamais été des villes fermées. C'est des villes qui étaient au cœur de réseaux d'échanges, de commerce, de parcours, les villes de la route de la soie, où il y avait apport de beaucoup, qui fait que ça bénéficiait à la ville. Alors, les Romains sont pragmatiques. Pragmatique, c'est très romain. Pratique, technique, gestionnaire. Ils organisent la cité. Chiffres romains, c'est pas génial, mais ça marche. On s'en débarrassera à la Renaissance parce qu'on ne peut pas faire d'algèbre avec des chiffres romains. On reviendra aux chiffres indo-arabes, on dit arabe chez nous, algèbre qui donne algèbre, ça veut dire calcul en arabe. Mais ça fonctionne pour les choses simples. Les abacs, en fait leurs mathématiques sont plutôt de type abac. Calendrier, longtemps on a traîné le calendrier romain, Julien, on ne le changera qu'au moment de la Renaissance, jour de la semaine, donc des gens concrets, efficaces, recherche de la concision, toujours, parce qu'il faut diffuser de façon claire
dans un pays très grand, avec des gens, tout le monde ne faisait pas des études, ils inventent par exemple, il reste des concepts. Le « et », vous voyez ça, c'est romain. Le « etc », on n'a pas envie de parler de tous les trucs, on donne 3 exemples, ça suffit. Hein, le « nota bene », le « post-christum », voilà, qui sont typiquement, c'est resté en romain, qui vise à faciliter les échanges. Aujourd'hui, on l'utilise dans les SMS, si vous voulez. Hein. C'est une communication rapide et simple hein, autour de la langue de référence qui est le latin, mais eux-mêmes, il y a beaucoup qui ne parlent pas latin. Le premier quotidien d'histoire, il s'appelle Acta Diurna, qui paraissait tous les jours. Le premier quotidien qu'il y avait à Rome. Alors contrairement à une idée reçue, faire attention à Astérix, c'est pas toujours exactement comme ça que ça s'est passé. En fait, il y a des livres, il y a du papier. Enfin, un des énormes postes d'importation de Rome par rapport à l'Égypte, c'est le papyrus. Ils appelaient beaucoup de papyrus, il y a un monopole égyptien sur le papyrus qui est très pratique pour écrire. Il ne faut pas croire que tout le monde se baladait avec 5 plaques de marbre comme on voit dans les points. Ce n'était pas comme ça que ça se passait. Il y avait des rouleaux déjà de papier de papyrus, il y avait aussi des pots, et il y avait aussi des tablettes, mais les tablettes, généralement, elles étaient molles, elles servaient à laisser un texte durable. Hein. Donc, premier quotidien d'histoire, il est là, il donne les informations de Rome, il donne les grands spectacles, ce qu'il va y avoir, ça ressemble assez aux journaux d'aujourd'hui. Alors le droit, c'est un grand peuple de droit puisqu'il va falloir que tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc Rome, par exemple, la Renaissance, qui arrivera 1000 ans plus tard, elle va démarrer par le droit. Parce que le nord de l'Italie commerce avec le monde entier, Florence, Venise, etc., Sienne. Et donc ils disent, mais oui, mais Rome commerçait avec le monde entier, il y a des textes de droit, et le droit romain encore structure beaucoup notre vision du droit. Parce qu'il est justement, il est fait pour que ça fonctionne. Il est pas relié à Dieu, comme après le droit canon, c'est un droit qui est pragmatique, qui est fait pour que les choses se passent. Et donc aussi au niveau de l'organisation de la famille, du commerce, des faillites, tout ce que vous voulez, les Romains sont des grands juristes pour faciliter les choses, pour qu'il n'y ait pas, on ne peut pas remonter tout le temps au niveau global. Donc droit sous toutes ses formes, organisation. C'est être consultant en organisation, vous êtes romain dans l'âme, en fait. On veut organiser. Et maître des lieux, celui qui les organise, dira plus tard Richelieu, les Romains organisent. Et on leur reconnaît ça. C'était quand même plus le bordel du temps des Gaulois qu'une fois que c'était gallo-romain, si vous voulez. Après, c'était structuré, il y avait un réseau de routes, la poste fonctionnait, et donc les peuples acceptaient assez bien le fait de devenir quelque chose romain au bout. Hein. Formation importante, les compétences et l'expérience comme valeur clé. Hein, ça, c'est resté. Clé de l'insertion de l'individu dans la société. Hein, son curriculum vitae et le passe-droit qui va lui servir pendant toute sa vie. Qui va faire connaître ce qu'il a réussi, ce qu'il a pu faire réellement, sinon on ne savait pas avant. Et donc c'est une institution à Rome, et ça l'est toujours. Hein. En fait, si vous avez un moment de chômage, on vous apprendra à bien rédiger votre CV, tout ça. Ça c'est romain jusqu'à l'os. Hein. C'est pas l'idée qu'on s'en fait, c'est pas parce que ça court-circuite comment dirais-je, le piston, en disant je suis le fils du cousin du maire, quoi. Vous voyez, ça c'est pas très CV, quoi. Or les Romains, ils veulent que l'aqueduc ne tombe pas, ils veulent que le bateau ne coule pas, ils veulent que l'eau circule, donc ils se méfient des influences qu'il peut y avoir liées au fait que les gens ne respecteraient pas le droit ou le professionnalisme. Et le concept de professionnalisme, c'est extrêmement romain. Ça, c'est un acquis énorme de l'Empire romain, et il sera récupéré à la Renaissance. La réalisation, les Romains sont des réalisateurs, sans ça, ils sont plus innovateurs qu'inventeurs. Hein. Ils n'ont aucun complexe à réutiliser des choses qui fonctionnent et voir si ça réalise, si ça marche, donc ils simplifient souvent, et ils diffusent beaucoup plus que d'autres. Alors au niveau politique, je passe, il y a des va-et-vient, démocratie, empire, triumvirat, enfin ils testent à peu près tous les systèmes possibles et imaginables, mais enfin le Rome fonctionne et continue. Le rôle de l'opinion publique, première fois qu'on a un pays où il y a une vraie opinion publique, il se retrouve sur le forum, on écoute le peuple, on va... Et ce qui mène immédiatement la démagogie, d'ailleurs, c'est un pays qui invente la démagogie et le populisme, ça marche toujours, hein, vous regardez autour de vous, vous verrez, c'est bon. C'est un peu le risque de la démocratie, c'est le populisme et la démagogie. Hein, c'est de faire quelque chose qui fait plaisir tout de suite à tout le monde, en critiquant une minorité, en critiquant une partie de la population, etc. Ça, c'est la contrepartie, et on aura des empereurs assez démagogiques et voire populistes.
Aussi des grands jeux, hein, les jeux comme vous avez aujourd'hui, c'est d'ailleurs la même taille, les stades font strictement la même taille qu'aujourd'hui. Ça n'a pas bougé à ce niveau-là, c'est rassemblé 40, 50, 80 000 personnes dans des gigantesques stades pour le rôle que joue le jeu, la rencontre de tous, que ce soit les cirques, les supporters organisés, qui avaient déjà des ultras du temps de Rome, on se plaignait que quand il y avait une grande rencontre, ils se baladaient dans la ville, voilà, ils étaient un peu extrémistes. Donc ça, c'est resté parce que l'âme humaine ne change pas tous les matins non plus. Les valeurs humaines, qualité de la vie urbaine, les bains, alors on va voir les bains, ça prend une dimension, les toilettes publiques, hein, les Vespasiennes, c'est encore là, si on peut aller pisser dans une ville, ça vient d'un empereur qui s'est dit, mais ça pue partout, il faut organiser ça. Les toilettes publiques, tout ça. Hein, les bibliothèques publiques, le service postal, donc l'organisation moderne des services publics. Hein, ça nous vient de Rome. Fondamentalement. Alors ici, je vous montre un peu quelques techniques romaines parmi les plus élaborées. Ici, par exemple, c'est un canal qui amène l'eau pour des pompes qui fonctionnaient de façon verticale. On a un axe et l'eau est mise en rotation. Le canal est très large, il devient de plus en plus étroit, ce qui fait que l'eau accélère et ça permet avec des chutes de taille moyenne d'avoir une très bonne qualité au niveau des moulins, hein, aux pompes qui vont fonctionner sur axe vertical. Ce qu'on n'a plus tellement parce que techniquement c'est beaucoup plus difficile, ça fatigue plus qu'un axe horizontal, hein, pour mémoire, parce qu'on reporte sur un des deux axes. Alors ici, vous voyez par exemple Rome, on voit bien leur pragmatisme. En bas, vous avez un bateau qui transporte des tonneaux, je vous dis le tonneau gaulois adopté par les Romains. En haut, vous voyez sur le quai, il y a des amphores à droite, et puis il y a du verre à l'intérieur d'un treillis en bois, comme vous avez aujourd'hui en Italie, si vous achetez un vin italien, parce qu'on maîtrise parfaitement le verre, mais le verre ça casse, et donc pour transporter sur longue distance. Et vous voyez, les trois sont simultanés. Souvent dans des tableaux, on va vous dire on est passé de ça à ça. Non, ils ont coexisté. Vous en avez la preuve. En haut, vous avez un bateau chargé d'énormes tonneaux, vous voyez, hein, qui est représenté, parce que ils utilisaient plutôt le tonneau. Mais vous voyez, là, trois technologies simultanées à Rome pour le transport maritime des denrées. Une qui vient de Grèce, une qui vient des Étrusques, et l'autre qui est un actif venu des Gaulois et que les Romains ont optimisé. Hein. Pas de problème à gérer la diversité. Vous voyez, ça, ces planches ont été retrouvées d'un ancien tonneau romain, on a perdu. Et puis le tonneau moderne, il vient idée originale gaulois, scénario romain, amélioration romaine, et retour et envoi sur la terre entière pour mettre ce que vous voulez dedans. Et je vous dis, c'est pas du tout évident que ce soit étanche. Hein. Ça n'a pas passé comme ça. Enfin, je ne vais pas refaire un truc, mais c'est pas passé comme ça parce que c'est très technique en fait. Alors les bains. C'est quelque chose d'exceptionnel. Les termes, là, c'est les termes de Cluny qui sont à Paris. Hein, c'est une reconstitution avec les couleurs d'origine, donc c'est des petits termes. Mais il faut voir la qualité exceptionnelle qu'il y avait, et on se situe il y a 2500 ans. Le chauffage par le sol, ici vous voyez, ça c'est sous un sol, dans des maisons, palais, thermes romains, on met le sol et l'air chaud circule en dessous. Hein, on envoie l'air chaud en dessous. Les instruments, vous voyez, les instruments de chirurgie romains, il y en a une centaine, hein, qui servaient là, vous voyez, pour chirurgie. Hein. Ouvrir le ventre, couper ce qui ne marche plus, voilà, etc. Faire des césariennes, tous ces outils-là ont été optimisés par les Romains. Chauffage, donc, à air chaud par le sol. Vous voyez, ici, vous voyez un sol romain avec des dalles, vous voyez ces supports. L'air chaud circule en dessous, ce qui est une très bonne façon de faire le chauffage. Ici, vous voyez des voûtes, hein, c'est des pièces successives. L'air chaud passait en dessous et se promenait là. Ici, vous voyez l'air chaud et vous avez des conduits qui distribuent l'air chaud pour le chauffage à l'intérieur des maisons. Donc ça, c'était très élaboré. On revient un peu vers cela, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer parce que ça demande une ingénierie particulière. Or, c'est très efficace de le faire par l'air chaud. Alors, les bétons, les Romains ont tout fait en béton. Ici, vous voyez une voûte en béton, moulée. Hein, vous voyez qu'elle a été détruite parce qu'ils ont dû se taper dessus à un moment donné, mais qui est restée extrêmement solide. Alors ils ont tout mélangé dans les bétons. Ici vous voyez des briques, il y avait des briques à Rome, il y avait des tuiles romaines aussi, vous voyez des pierres et vous voyez ces bétons romains
il y avait tout un tas de formules. Là, c'est à la pluie et au vent depuis 2000 ans, c'est extrêmement bonne qualité. Donc il y avait une maîtrise des ciments et des bétons. Ciment, ça venait de Grèce, les bétons, tels qu'on les appelle aujourd'hui, ils venaient plutôt les Romains. Les fameuses routes, hein, les voies romaines, hein, extrêmement solides, puisqu'il y a 8 couches successives pour arriver à avoir une grande stabilité, hein, qui donne. Et il y en a, on a simplement mis du goudron dessus. On connaît beaucoup de voies romaines qui sont sur une structure romaine avec d'avoir mis dessus du macadam, hein, qui a été créé malgré son nom macadam. C'est une création qui vient de France à l'origine. Les machines agricoles, alors on va voir des machines qui disparaîtront en grande partie après. Elles existaient dans l'Empire romain, vous voyez, c'est des moissonneuses. Vous voyez, avec des dents coupées qui ne bougent pas mais qui sont mises à l'avant. On en voit dans pas mal de représentations romaines. Alors qu'après, quand vous voyez les tableaux de Bruegel ou tout ce qui se fait au Moyen-Âge, on n'a pratiquement plus de moissonneuses à la romaine, qui supposaient des champs bien équipés, bien plats, enfin bien travaillés. Et on revoit, on fauche majoritairement à la faux. Donc il y a des technologies qui ont disparu, qui sont éteintes un certain temps avant de revenir. Et vous voyez, avec la roue à assez élaboré, le cheval poussant à l'extérieur avec un collier, alors que normalement le collier c'est une invention qui arrive plus tard. Mais assez souvent, je dis, on s'aperçoit, surtout que maintenant on a accès à beaucoup de documents originaux, qu'il y a eu beaucoup de réinventions de technologies. Certains s'attribuent, après, quand on recherche, on retrouve des origines. Alors, c'est pareil, les bateaux, les Romains, hein, tout un tas de formats de bateaux. Alors, les Romains, eux, c'est le gouvernail qui va être leur grosse avancée, qui vont apporter un gouvernail qui manœuvre bien, qui permet d'avoir des bateaux très manœuvrants. C'est pas évident parce qu'il faut de la vitesse pour que le gouvernail fonctionne. À l'arrêt, ça ne fonctionne pas. Donc, dans les combats, ça suppose une technique de combat assez particulière, puisqu'il faut arriver assez vite. Et beaucoup d'améliorations, enfin les galères romaines, mais pas seulement, l'utilisation du vent. Je dis en Méditerranée, tout le monde a pompé sur tout le monde pour améliorer les bateaux, faire l'arbre des technologies des bateaux et leurs interférences. Tout le monde a apporté à tout le monde à ce niveau-là. Mais Rome sait que la supériorité, enfin, il n'était pas le meilleur sur mer par rapport à d'autres. En haut, c'est des bateaux de commerce. Hein. La maîtrise du verre à un niveau exceptionnel. Là, vous voyez un vase romain du IVe siècle, pâte de verre avec aussi visiblement, il y a eu du travail un peu à l'acide, donc avec des formes. Vous avez des verres romains, vous pourrez sortir d'un artisan aujourd'hui. La qualité du verre, les dépôts métalliques, les dépôts aussi de pierres précieuses chauffées pour avoir des effets particuliers comme on fait aujourd'hui. Donc la maîtrise du verre est exceptionnelle à Rome. Hein. Et puis l'art, alors vous voyez ici, c'est un tableau du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin c'est un tableau, c'est directement sur le mur. On pourrait croire tout à fait un tableau Jugendstil ou Art Nouveau. Hein, on est tout à fait dans la même esthétique, vous voyez, du vêtement, de l'élégance et autres. Donc l'élégance à Rome, l'esthétique, c'est extrêmement important. Ici, vous voyez le décor d'un vase avec utilisation de deux, comme sur les camées, hein, de deux niveaux de pierre. Donc, 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, extrême qualité technique. Souvent, l'œuvre d'art, elle va être la synthèse d'énormément de connaissances techniques. Donc la qualité de l'œuvre d'art, elle indique le niveau de la maîtrise qu'on a derrière, à la fois des pierres, des outils, du travail, du polissage. Ici, c'est une statue, c'est pareil, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez la qualité du cheval. En fait, c'est une statue dorée au mercure. Vous voyez, elle était totalement recouverte d'or. C'est une technologie très dure à maîtriser, hein, qu'on retrouvera beaucoup plus tard. Vous voyez un peu la qualité de réalisation que l'on a là, hein, au niveau de la sculpture, des vêtements, des éléments, de la coiffure, enfin je passe. Et vous voyez, il reste une partie de la dorure, une dorure très... Évidemment, c'est pas doré par électrolyse, hein, à ce moment-là, donc c'est une technique de dorure particulièrement difficile à maîtriser.
Ici, c'est des scènes de la vie quotidienne. Alors, comme il y a eu, comment dirais-je, Pompéi, deux villes qui sont restées en l'état. Parce que ici, vous voyez une scène de la vie quotidienne dans une famille romaine, hein, avec, vous voyez un petit peu toute la famille, les enfants, les gens qui jouent, etc., qui donne un petit peu une idée de l'ambiance de vie romaine. Ça, c'est une nature morte aussi de Pompéi. Vous voyez, qui est assez bien avec une nature morte actuelle, la qualité de réalisation, les effets, la qualité aussi des produits que vous voyez, des vases, des coupelles. Ici aussi une autre fresque de Pompéi, hein, qui est voilà une scène, plusieurs interprétations également là. Hein, il y a une jeune femme qui danse nue avec des sortes de castagnettes en haut, l'autre il y a un moment d'émotion. Enfin, c'est pas une qualité esthétique aussi au niveau des décors, etc., qui montre. Alors, il y a beaucoup de portraits romains. Très proche, voilà, vous voyez la qualité de la coiffure, ici aussi, vous voyez les maquillages, les bijoux, hein, assez semblables. Et puis là, vous voyez une famille qui a pratiquement les coiffures d'aujourd'hui. Et la coiffure de cette jeune femme est tout à fait contemporaine, celle-ci aussi et celle-ci aussi. C'est-à-dire que la famille romaine, qui joue un rôle très important dans le système romain, et la maison romaine, les pénates, on retourne dans ces pénates, pénate c'est la maison, dans le sens romain du terme, c'est le lieu, c'est le foyer où vit la famille. Ça nous donne une idée de ces gens-là. Vous voyez, ce sont des portraits de Romains. Vous voyez la petite barbichette à la Yann Barthès qui marchait déjà bien. Hein, les bijoux, les coiffures assez courtes, enfin, vous voyez, avec aussi des vêtements très, très élégants, enfin, un style de vie romain qui montre une certaine nostalgie. Moi, je me rappelle, j'étais allé à une conférence à Houston, aux États-Unis, quinzaine d'années, au moment où il y avait beaucoup de critiques sur la high-tech aux États-Unis, avec le grand mouvement du KISS. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, Keep it simple and stupid, ça veut dire. En disant, vous savez, il n'y a pas vraiment d'évolution sur tout ce qui est fondamental pour l'individu. Et avant moi, il y avait quelqu'un qui avait montré tout un tas de choses, disant, est-ce que vous êtes sûr qu'on a des plus beaux meubles que du temps des Grecs et des Romains? Ils vous montraient des meubles à tomber par terre, qui venaient des plus beaux musées, des arts de la table, vous avez une cuillère avec une dame allongée, comme du temps des Égyptiens. Les vêtements, ils regardaient un peu la tenue qu'on trouve ici avec un t-shirt qui lui tombait jusqu'aux genoux, à côté de l'élégance qu'il y avait d'un truc grec au niveau des cheveux. Dites-moi qu'il y a eu une avancée, mais moi je la vois pas. Donc le reste, c'est pour amuser la galerie. En fait, je dirais, il n'y a pas tellement d'évolution dans le vêtement, dans l'habitation. Vous voyez la qualité avec le jardin intérieur, dans l'art de la table, dans les meubles, dans la façon de s'habiller, dans le style de vie, dans le sport, dans la douche, voilà. Et il s'était fait applaudir à tout rompre en disant, donc l'évolution, le high-tech, moi j'arrivais après pour parler des progrès de la science et de la technique. Bon. Il y avait une stand innovation pendant 5 minutes, bon, en expliquant qu'en fait rien ne bougeait. C'est l'époque où on a fermé le centre de recherche de Boeing, de RCA, etc. Les Américains ont une période un moment ringarde, hein, en disant, mais tout ça, ça sert à rien. Il faut retrouver l'harmonie. Bon. Il y a aussi un peu du vrai, il faut retrouver la simplicité. Aujourd'hui, on est beaucoup sur, on verra la semaine prochaine, sur le frugal innovation, sur des innovations plus simples, allant à l'essentiel, gaspillant pas de matières premières, plus écologiques, plus élaborées, plus... Bon. Et donc là, Rome donne une image. Et puis vous voyez, là, c'est des portraits d'empereurs romains. Hein, la qualité de représentation, on représente le caractère du bonhomme en même temps. Hein, s'il fait la gueule, la statue fait la gueule. Hein, s'il a l'air sévère, il est sévère. Il pourrait s'appeler Sévère d'ailleurs. Ça vient d'un empereur romain. Donc une dimension humaine de laquelle on est très très proche quand on observe les Romains dans leur vie quotidienne. Et ici, vous voyez par exemple, tout le monde vous dira, on présente aussi que la perspective est découverte, c'est un apport fondamental de la Renaissance. Ici, vous avez une représentation dans une villa romaine, hein, entre 43 et 30 avant Jésus-Christ. Hein, elle est parfaitement, maîtrise totalement tous les éléments de la perspective. Il n'y a aucune erreur de perspective. On pourrait croire que c'est un tableau de la Renaissance, soit en bas, que ce soit la colonne, que ce soit tous les éléments sont traités en perspective. C'est pour ça qu'on réinvente beaucoup. Il y avait des peintres qui maîtrisaient parfaitement la perspective, même si ça n'avait pas été théorisé, même si ce n'était pas répandu partout.
faudra 1000 ans pour revenir sur la perspective avec une qualité exceptionnelle comme on aura à la Renaissance. C'est juste pour montrer que c'est pour ça que parfois on s'interroge sur l'origine, il y a souvent eu des précurseurs. Alors ici, vous voyez une qualité de statut exceptionnelle, et cette dame, c'est une femme libre de l'Empire romain. C'était une femme très indépendante, elle n'avait pas eu elle a préféré pas avoir d'enfants, elle avait une vie très libre, elle voulait pas... Alors elle était la petite nièce, la grande nièce, c'est-à-dire de deuxième niveau de l'empereur Trajan, et c'était la femme d'Adrien, le grand empereur romain. Elle passe pour une des premières femmes féministes de la planète, quoi. Autonome, indépendante, voyageant beaucoup, ayant des amants, enfin faisant ce qu'elle avait envie de faire, quand elle avait envie de faire, comme elle avait envie de faire. Donc il y avait des poussées de variété de vie à Rome, si vous voulez. Vous voyez, en plus, bon, l'excellence de la cette dame discrète, intelligente, cultivée, connaissant les artistes, etc. Aussi parlant de ses émotions, écrivant, enfin, femme très moderne, si vous voulez, quand on regarde le parcours, vous trouverez avec un personnage à la Alma Mahler, si vous voulez, si on fait une comparaison avec le début du siècle. Aussi, vous voyez, la qualité des sculptures, vous voyez la coiffure aussi, des coiffures extrêmement élaborées, pour des grands qui travaillent sur la coiffure, des grandes marques chez nous, regarde un petit peu ce qui s'est fait, parce que Rome a pratiquement tout testé, au niveau de l'élégance, de fait d'être bien mis, le fait, comme disait ma mère quand j'étais petit, tu ne vas pas y aller si tu n'es pas coiffé, vous voyez, donc c'est-à-dire que la reconnaissance par les autres de l'action que l'on fait sur son propre corps et de la relation à l'autre par l'élégance. Ici, en plus, vous voyez des tableaux très représentant la vie réelle. Ici, vous avez une jeune femme, vous voyez, qui a une coupe de jus de fruits, semble-t-il. Elle est en train de boire. Elle est à sa fenêtre en regardant ce qui se passe. Ces croisillons sont typiques de Rome. C'est assez difficile à faire techniquement, surtout en métal, et vous en voyez partout dans toutes les représentations romaines. Voilà, c'est une jeune femme qui est habillée en romaine chez elle, qui regarde à l'extérieur tout en buvant quelque chose. Donc, les scènes de la vie quotidienne à Rome. Ici, vous voyez une famille romaine. Père qui discute avec la mère, qui s'occupe du gamin, famille romaine typique. Le droit de la famille avance beaucoup à ce moment-là, c'est la cellule moderne qui ressemble beaucoup, on est très proche de la vision de la famille qu'avaient les Romains dans leur approche de ça. Et ici vous voyez, alors une très grande maîtrise, comment dirais-je, comment on appelle ça? Le nom m'échappe d'un coup. Non, là, c'est des petits cailloux, des petits mosaïques, voilà. Excusez-moi, ça ne me revenait pas à l'esprit. Donc, mosaïque, ce qui fait que le dessin n'est pas tout à fait fin, mais beaucoup de mosaïques. Et ici, vous voyez, c'est pareil, scène de la vie quotidienne, avec des mosaïques. Là, à gauche, en bas, le truc qui marchait beaucoup à Rome, c'était du théâtre à domicile. Vous voyez, il y a une dame qui est comédienne, avec un masque, et qui vient faire une séance de théâtre à domicile. Vous voyez aussi les meubles, la qualité qu'il y a des meubles, des tissus, etc. Donc, c'est des dames qui organisent une séance de théâtre à domicile. Ici, c'est un monsieur avec la jeune femme qui l'accompagne, la servante et d'autres, etc., qui sont dans, vous voyez, le lit élaboré. Donc, un style de vie qui allait tout à fait dans l'esprit. Ici, vous avez des jeunes femmes, c'est une mosaïque romaine, des jeunes femmes en activité sportive. Typiquement, alors vous voyez, le bikini, voilà, pourtant, vous voyez, on est contemporain de Jésus-Christ, donc on n'a pas beaucoup inventé à ce niveau-là, qui sont en fait en spa. Quand je dis, tiens, il faut que j'aille un petit peu un spa ou un centre de sport, c'est typiquement romain, donc il y en a qui jouent avec un objet, d'autres qui jouent à la balle, aussi là, ou qui font, vous voyez, qui soulèvent des petits agrès pour faire les muscles, pour pas avoir un relâchement musculaire, qui font de la course, tout ça, qui est vraiment ainsi. C'était très courant. Les centres, on se maintenait au niveau du fonctionnement de son corps. C'est un bon business, ça, Rome. Et puis là, une scène, une personne se fait tirer le portrait. Vous voyez les dames qui papotent, là, je sais pas, ça n'a pas l'air de leur plaire tout à fait. Là encore, on a ce système là qui ressemble à un PC avec un micro. J'ai l'impression que c'est mon truc qui est là, mais bon. Et ici, vous voyez, ces couleurs, ce style de vie, cette ambiance particulière de la vie à Rome. Et puis alors, grande spécialité de Rome, c'est la qualité de construction. Alors ici, vous avez un pont romain à Vaison-la-Romaine, qui, comme son nom l'indique, est romain.
C'est le plus ancien pont de la ville. Il y en a 5 autres qui datent depuis, qui ont été faits au Moyen-Âge, à la Renaissance, au 19e siècle. Quand il y a eu l'immense inondation à Vaison-la-Romaine, le seul pont qui est tenu, c'est le pont romain. Pourtant, il est assez fin et tout. Tous les autres se sont cassés la figure. Donc, vous voyez, 2000 ans après, le pont était bien calculé, apparemment. Ils avaient aussi anticipé qu'il pouvait y avoir des torrents de flotte. Tout a été emporté. Le pont romain a tenu pour ça. Donc, très bonne qualité technique. Alors, ici, je vous conseille, si vous allez à Rome, y allez une fois dans votre vie, c'est le Panthéon. C'est le seul bâtiment qui soit arrivé intact de l'époque romaine. Grand bâtiment avec une gigantesque coupole. Alors c'est tel qu'il est aujourd'hui, vous l'avez encore dans son jus tel qu'il vient de Rome. Alors là vous voyez la qualité de réalisation des marbres, des couleurs, de l'esthétique, de la maîtrise des voûtes, etc. Et puis la gigantesque coupole en béton, avec le trou circulaire qui fait que la lumière rentre à l'intérieur. Donc voilà, le seul qui soit arrivé intact. Il y en a plein d'autres, mais avec tout ce qu'il y a eu, les prises de Rome successives, les invasions barbares, je passe aussi l'empereur austro-hongrois qui est venu aussi faire... Rome a été pillée beaucoup de fois, bombardée, tout ce que vous voulez, mais ça vous montre l'extrême qualité. C'est une voûte extrêmement complexe à faire. Elle est restée impeccable. Elle n'a pas eu besoin de restauration. Elle est toujours là, dans une qualité technique exceptionnelle. Et puis alors, des immenses bâtiments, les colisées, les lieux de rencontre pour les grands, ils ont la même taille que ceux d'aujourd'hui. C'est la même taille que le grand stade, que le stade de Maracana ou autre. On est dans une taille qui correspond à celle des grands événements sportifs, de jeux ou de rassemblements ou de spectacles sophistiqués. C'est-à-dire qu'ils vont pour les plus petits 8000, mais la plupart sont plusieurs dizaines de milliers de personnes, jusqu'à atteindre le grand stade, c'est 80 000. Et on est dans ces eaux-là. Vous voyez la taille des personnes. Donc Rome avait une maîtrise du bâtiment et des travaux publics exceptionnels qui a beaucoup marqué, c'est-à-dire qu'on en est les héritiers, si vous voulez, par rapport aux bâtiments et choses comme ça, parce qu'encore aujourd'hui on apprend longtemps, si vous faisiez architecture, il fallait absolument passer à Rome, aller voir un peu ce qui avait été fait. Faut pas croire, l'innovation c'est pas le mépris du passé, jamais, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire mieux. Mais enfin, c'était déjà pas mal, donc je suppose de voir comment c'était fait. Il y a des choses qui sont réutilisables, il y a des techniques qui ont très bien fonctionné, et voilà. Et puis maintenant, on peut faire des remodélisations 3D de bâtiments qui ont disparu. Un théâtre de Pompée, par exemple, qui était exceptionnel par sa taille. Vous voyez, théâtre avec la scène, éléments, plus les jardins pour que les gens venant au spectacle allaient à quelque endroit assez super. Donc, on en avait conscience, mais enfin on reprend conscience de l'ampleur des bâtiments qu'il y a eu. Aussi une esthétique, la maison carrée de Nîmes, romaine, donc temple romain. Alors là, c'est directement issu des Grecs. Faut être clair, il n'y a pas d'apport particulier au niveau. Vous voyez, tout est grec là-dedans. Mais enfin, c'est une réalisation romaine. Les Romains, ils ont été mettre ça dans le monde entier. Enfin, dans tout le monde qu'ils maîtrisaient. Vous avez des arènes partout, vous avez des temples partout, vous avez des théâtres partout. Ici, c'est les arcs de triomphe. Ça, c'est une spécialité romaine qu'on a repris. Vous avez remarqué à Paris, vous pouvez regarder dans l'axe du Louvre, il y en avait 2. Un petit qui est une copie d'un arc de triomphe romain, et puis l'autre, le grand, qui est tout au bout dans cette logique. Mais voyez la qualité de sculpture dans du marbre très dur, et ça a tenu plus de 2000 ans. De qualité exceptionnelle, vous voyez, l'arc de triomphe. Alors ça, c'est une représentation de ce qu'était le Sénat, c'est les couleurs, c'est le lieu, c'était les costumes, donc ça donne une idée de ce qu'était la démocratie, le rôle du Sénat à Rome, pour voir tout le monde avec ses toges, avoir un petit peu l'esprit. Et nos institutions sont directement issues du fonctionnement de ce qu'a été Rome, notamment rôle du Sénat, organisation de la vie publique, autres.
la maison romaine qui est extrêmement intéressante. Alors, avec l'atrium central. Alors, sachez que l'atrium central, c'était déjà en Mésopotamie. On le trouve en Chine, on le trouve à Rome. On revient maintenant, c'est maison arabe aussi. L'intérêt que le jardin soit à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Vu la superficie disponible, sinon ça mène 5 mètres à l'extérieur où les chiens viennent pisser et tout ça, et c'est pas un vrai jardin. Alors que le jardin intérieur a beaucoup d'intérêt et au niveau écologique, au niveau de la relation avec la nature, etc. Aujourd'hui, on a un retour massif dans les projets d'architecture de l'atrium central. Hein. Et voilà, ici, vous voyez les toilettes publiques de l'époque romaine. Voilà, vous voyez, les gens discutaient, un peu comme on a en Chine aujourd'hui encore dans certaines zones. C'était un lieu d'échange en fait, par ailleurs. Et là, le jardin central n'a pas été entretenu comme avant, donc ces maisons avec déambulatoire autour, hein, et les pièces qui est très intéressante avec la tuile romaine, donc, qui reste des... Qui reste, on peut refaire les mêmes, elles se vendent bien, quoi. On ne peut pas dire que là, il y a un ratage qui est très bon, fort au niveau de l'architecture. Hein. Alors vous voyez l'expansion qu'a eu l'Empire romain, ce qui fait qu'on retrouve cette patte des bâtiments romains, des techniques romaines, des routes romaines, il y a 85 000 routes, tous les chemins menant bien sûr à Rome, vous en doutez, puisque c'était la capitale, et aussi cette façon de gérer une communauté aussi grande, qui même par rapport à l'Union européenne aujourd'hui, hein, montre une certaine façon de gérer des zones aussi fortes, puisqu'il y a tout le temps des tentations de recouper le système en rondelles. Rome gérait bien, alors je ne ferai pas toutes les spéculations qu'il y a sur la chute de l'Empire romain, ce qui fait que ça n'a pas pu très bien fonctionner, notamment au niveau des frontières, avec l'arrivée des barbares chassés eux-mêmes par les Huns, et pourquoi le système s'est effondré. Tout un tas d'analyses, mais ça reste une référence partout, partout. Nous, si on va faire des cours aux Chine, ils veulent qu'on leur parle de Rome, quoi. Parce qu'en européen, on dit vous êtes romain, vous êtes italien, on dit non français, mais il dit c'est pareil. Vu de Rome, c'est pareil. Vu de Pékin, c'est pareil. Vous êtes européen, donc vous connaissez l'art italien, ou la musique italienne, vous connaissez Rome, puis un peu la philosophie. Enfin, on est trop petit pour exister isolé, puis on en est descendant direct. Et donc eux, ça les intéresse beaucoup, y compris au niveau des réalisations. Je dis, on n'est pas toujours sûr de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait à ce moment-là. Ça interpelle pour retrouver un peu l'état d'esprit, le mouvement, la vision qu'il y a eu à un moment donné. Donc l'ampleur qu'a eu Rome. Vous voyez, Rome était là, Carthage était en face. Hein. Au Sénat, les fruits arrivaient frais sur les marchés de Rome, venant directement de Carthage. Caton vous montrait des figues en disant ça vient de Carthage. Rome n'a pas supporté cette concurrence de Carthage, passant pour être plus fin, plus élaboré, avec quelques siècles d'avance quand même au niveau de Carthage. Ce qui interpelle sur la possibilité d'avoir deux têtes face à face sur ce genre de choses qu'on a eu après avec des empires ou des guerres qu'il y a eu entre des éléments. Donc il y a pas mal de choses à tirer de cet ensemble dont on a énormément de traces de ce que l'on a fait. Alors, une des plus belles réalisations qu'il y a eu à Rome, c'était les thermes. Les thermes, ça vous faisait le succès d'un empereur ou pas. Et les thermes, c'était pas seulement de l'eau. Alors, vous voyez, les thermes, c'est du modélisation 3D. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les outils, on peut avoir les termes d'Agrippa, les termes de Néron, hein, les termes de Titus, les termes de Trajan. Gigantesques bâtiments qui peuvent accueillir 1000, 1500, 2000 personnes. Ils venaient pas juste pour prendre des bains, ils venaient écouter de la musique, aller dans les bibliothèques, voir des expositions d'art. C'était un centre multiculturel, multi-activité où vous passiez la journée. Ici, alors, les termes de Caracalla, les termes voilà, que l'on voit ici, qui étaient aussi plus élaborés. Et alors, les plus fantastiques qui aient jamais existé, ceux de Dioclétien. Les plus gigantesques termes qui aient jamais été faits, les plus grands et les plus beaux de Rome, on va zoomer dessus, ils pouvaient accueillir 3000 personnes simultanément. Hein. Des bibliothèques, des salles de concert, des jardins, des fontaines, des pistes de course, des salles fitness, comme on a vu tout à l'heure, des salles d'exposition, de sculpture, de peinture, des gymnases, enfin le lieu polyvalent qu'il y avait à cette époque. Alors vous voyez ici, c'est des tentatives de reconstruction, la taille était gigantesque, vous voyez la relation entre la hauteur là,
les bains centraux, une sorte d'aquaboulevard. Mais aquaboulevard, c'est 50 fois plus petit que ces engins-là, quoi. On hésite entre Euro Disney, c'est quelque chose dont on n'a pas retrouvé l'équivalent. Un lieu social, public important. Vous voyez ici des reconstitutions des tailles que ça avait. Vous avez vu les petites, celles qu'il y avait à Paris, pour autres. Donc le lieu social qui était les thermes étaient quelque chose d'assez considérable. Il y a des beaux restes un peu partout, notamment en Europe de l'Est et puis aussi dans le bassin méditerranéen et un peu vers l'Asie. Certains s'interrogent sur retrouver ce genre d'équilibre santé du corps, de trucs où on pouvait manger. Il y avait des restos, 3000 personnes, ça avait des restos assez conséquents. Enfin, extrême capacité d'organisation, d'une structure de loisirs, qualité exceptionnelle. Il y a eu aussi des très grands travaux, dont certains ont perdu mémoire, notamment le canal de Corinthe de Néron, qui est un petit peu une sorte de canal de Panama, qui était extrêmement difficile à faire parce qu'il fallait traverser une montagne. C'est un canal et après ça devient un tunnel gigantesque qui avait été réussi entre la baie de Corinthe et le golfe de l'autre côté. Il faut aussi avoir... On ne développe pas l'Égypte, mais il y avait un canal à Suez du temps des pharaons. Il existait pendant 2000 ans. Donc on a refait un canal là où il y avait un canal. Mais il y avait eu un canal pendant 2000 ans qui faisait le lien. Il n'était pas aussi profond, mais il passait strictement au même endroit pour aller à la Méditerranée. Donc c'est des périodes de très grands travaux par ailleurs. À Néron, qui n'était pourtant pas facile, là c'était grand travail de génie civil, de BTP, sur un parcours extrêmement difficile. Et ça a fonctionné pour faire le lien.